qui... Je rigole parce que je lui dis pas de Facebook et pas de YouTube. Je filme ton ombre. Voilà. Je te suis à l'ombre. Vous saurez pourquoi tout à l'heure. Donc ils m'ont convié parce qu'ils m'ont dit on va parler de santé. Et ça tombe bien, toi Laurent, tu es hygiéniste numérique. Ok Zako. Alors, je suis tombé dans l'informatique il y a plus de 40 ans. Et j'allais dire, je ne fais pas partie d'un collectif, mais je viens de réaliser que peut-être si. Je fais partie du collectif des libristes. Depuis les années 70, il y a des gens tout autour de la Terre qui font attention à ce que les logiciels soient libres, à nos données numériques. Et je viens de réaliser que, ma foi, c'est certainement ça. Ceci dit, je vous propose, pour ceux qui seront intéressés cet après-midi, de pouvoir évoquer certains sujets. Alors, ça sera la carte postale, l'antique tracteur qui a été flashé à 160 km/h sur l'autoroute, l'usage des communs, le four banal, ces choses-là, les semences reproductibles, les deux cochons qui discutent à la ferme, l'atelier paysan. Non, je ne me suis pas trompé de thème, hein, c'est bien le numérique dont il s'agira uniquement. Hein. Et on abordera la sémantique des lieux communs tels que qu'est-ce que c'est qu'un pirate, un hacker, l'intelligence artificielle, les réseaux sociaux, le hameçonnage, le phishing, le dark web. Tous ces mots, une fois qu'on les aura bien définis, ça va vous éclairer sur beaucoup de choses. J'évoquerai donc, moi, à titre personnel, la pratique de mon hygiène. Comment je fais, parce que je ne me permettrai pas de donner de conseils, mais je vous dirai comment moi je pratique. Et puis vous pourrez juger de savoir si ça semble bien ou pas. Et j'ai envie de convier plus particulièrement ceux d'entre vous qui n'ont rien à cacher. Ceux qui n'ont rien à cacher, ceux qui agissent en bon père de famille, voilà, et puis pour annoncer des bonnes nouvelles, parce qu'il y a des solutions à cet après-midi, j'espère. Okay, en particulier de 2005 à 2017, il y a beaucoup de libristes qui ont essayé de porter la bonne parole, et en général, dans l'Assemblée, il y avait 0 personne. Bon, on a raté le train, je suis désolé de vous le dire, ça c'est la mauvaise nouvelle, parce que depuis 2017, on est quasiment archi foutu, mais il y a de bonnes nouvelles, et rien n'est perdu. Déjà, la première bonne nouvelle, c'est que vous êtes en train de prendre conscience qu'il y a un problème, alors qu'il y a quelques années, vous n'en aviez pas du tout conscience. Alors c'est un bon début, c'est encourageant. La deuxième nouvelle, c'est qu'il y aura 2 moyens, mais ça on en parlera un peu plus tard. Et maintenant, alors, je vous avais proposé d'évoquer des choses un peu curieuses, peut-être pour ceux qui étaient là ce matin. Ah oui. La carte postale, l'antique tracteur flashé à 160 km/h sur l'autoroute, l'usage des communs, les semences reproductibles, les 2 cochons qui discutent à la ferme et l'atelier paysan. Alors maintenant, vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi ça. C'est parce que c'est, à mon avis, des petites idées auxquelles on peut faire référence. Et ça permet de rattacher le numérique, qui est quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on ne sait pas ce que c'est, et qui passe comme ça dans les tuyaux, comme passe le téléphone. Et c'est pas très concret. Alors pourquoi j'ai parlé de la carte postale? Tout ça, c'est pour en venir à notre hygiène, à chacun. Hein. Alors la carte postale, c'était l'été, peut-être certains ont eu envie de faire plaisir à des amis ou à quelques-uns autres, et puis vous avez écrit une petite carte postale. Bon baiser d'ici ou des choses comme ça. Et puis le reste de l'année, je vais vous demander, vous envoyez tous, quand vous envoyez un courrier, une carte postale? Ah bon? Et qu'est-ce que vous envoyez? Des textos. Des lettres? Une lettre emballée dans une enveloppe? Mais oui. Ah oui? Mais oui. Eh bien alors? De l'art postal. De l'art postal. Alors, je vais vous décevoir pour certains, je pense que 90% ici des personnes, quand vous envoyez un courrier par mail, vous envoyez une carte postale. Ben oui. Tout le monde le lit. Tout le monde le lit. Et qu'est-ce qu'on en fait? On récupère vos données parce que ça intéresse toujours soit le curieux, soit le machin pour revendre, que vous voulez acheter une machine à laver, un tel ou ces choses-là, et ainsi de suite. Donc déjà, peut-être, une chose qu'on peut faire simplement, hein, parce que ça je pourrais le dire en introduction, quand une casserole est percée, moi je la jette, je ne la garde pas. Donc là vous savez que le mail c'est une casserole percée. Donc il n'y a pas beaucoup de solutions. Soit des solutions un peu compliquées, on installe un logiciel de chiffrement et il faudra que votre correspondant ait le même, on s'échange une clé.
Et en échangeant cette clé, chacun on ouvre l'enveloppe à ce moment-là, et non pas un texte qui circule comme ça dans le tuyau, qu'il suffit de se pencher pour regarder. Et en particulier, c'est le prestataire de service qui regarde, le premier qui se sert. Si vous êtes chez Gmail, et il en fait ses affaires. L'autre solution, il y en a pas beaucoup, il y a le Proton Mail, qui pour l'instant est assez intéressant, mais faut-il que l'autre personne aussi ait le service Proton Mail? Voilà. Alors là, c'est chiffré de bout en bout. Et qui c'est qui a fait ce Proton Mail? C'est les gens, il y a 20-30 ans, les universitaires qui ont inventé la page web pour pouvoir communiquer entre universités. C'est plus pratique et plus facile. Ils se sont dit, on en a marre que tout le monde regarde par éthique aussi. On en a marre qu'on regarde nos courriers parce qu'entre universitaires, quand tu as une idée, si tout le monde te la pique. Et ils se sont dit, on va se faire un courrier. Mais ça ne marche. C'est un chiffrement qui ne passe plus par une boîte aux lettres comme Outlook ou Thunderbird, mais qui passe directement en HTTPS. Le petit S est celui qui vient sécuriser la transaction. Alors, vous inscrivez sur Proton Mail. Ça a plusieurs avantages. C'est qu'au moins, on ne vient pas regarder par derrière votre épaule qui que ce soit. Alors moi, je ne sais pas si les services des États regardent ou pas, ça ne me regarde pas, mais au moins les sociétés privées ne regarderont pas ce qu'on fait à notre quotidien. Parce que c'est pas qu'on ait des choses à cacher, mais si on envoie des cartes postales et qu'on envoie sous pli, c'est qu'il y a une raison. Voilà, c'est exactement la même chose dans le niveau du numérique. Alors, essayez si possible de changer de mail. Mais que ça soit la poste, que ça soit les autres, c'est pareil. Mais tu as dit qu'il fallait que le destinataire soit aussi avec... Alors voilà, alors ça c'est très intéressant parce que par exemple, si je veux écrire un camarade avec mon Proton Mail et qu'il est chez Gmail, eh bien, ce camarade, lui, il n'a pas à l'esprit qu'il va faire une incivilité. Parce que du coup, l'information que je désire lui envoyer va être ouverte. Je ne peux pas lui envoyer quelque chose de chiffré, puisque lui ne pourra pas le recevoir chiffré. Donc Proton Mail, le service, le déchiffre pour qu'il arrive chez Gmail. En fait, ceci dit, j'ai remarqué que chez Gmail, en général, les gens ne reçoivent plus mes courriers. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il dit, oh, un Proton Mail, on l'efface. Voilà, pas les gens, c'est Gmail qui les efface. Si les conditions de vie font que tu communiques par mail, pas forcément avec Proton Mail, que tu as un Gmail ou un autre type de mail, mais que 2-3 fois par semaine, au milieu des mails que tu écris délibérément des mails où tu donnes des informations complètement erronées. De la même façon que quand on te demande, quand tu vas dans une grande surface, on te demande d'où tu viens, tu donnes... Non, ça ne changera pas grand-chose parce qu'il y a tellement de recoupements dans les données que ça va être mis de côté. Ça veut dire que ça ne peut pas fausser tes données. Non, tu ne pourras pas fausser le traitement des données. C'est statistique, donc soit il faudrait que tu dises que des bêtises, et puis tu sortiras comme quelqu'un de bêtises, il faudrait mettre 1 pour 1000. Voilà. Il n'y a aucun moyen de disparaître d'Internet. Hein. Oui. Pardon, qu'en est-il de Rise Up? Ça a été évoqué, mais... Alors, je ne le connais pas. C'est pareil, c'est à peu près pareil. Alors, c'est à peu près la même chose. Ouais, c'est pareil. Alors, allez voir toujours qui est derrière. Oui, mais c'est à peu près la même organisation que Proton Mail. Ouais. Alors, déjà, je dirais, mais je connais pas tout, mais c'est curieux que je ne le connaisse pas. Bon. Rise Up, en tout cas, c'est à peu près le même fonctionnement un peu que Proton Mail. Et l'origine, c'est les États-Unis, je pense. Alors ça aussi, moi je me souviens en 97, il y a un client qui vient me dit ouais, j'ai trouvé un super truc, c'est un logiciel antivirus, c'est Kaspersky. Voilà. Alors je lui dis oui, mais attends, tu avais Norton avant, alors il y en a un, je dis c'est la CIA et l'autre c'est la pègre russe quoi. Ok, voilà. Non mais là c'est pareil, c'est basé sur les mêmes réseaux un peu, puis il faut rentrer sur Rise Up. Oui, où il y a Matrix, il y en a plus, il y en a quelques-uns. Bon, personnellement, moi j'ai fait mon dévolu parce que je sais qui est derrière, c'est le CERN, c'est des universitaires. Ça me semble valide. C'est pareil pour le VPN, je n'utilise que celui-là parce qu'il est fait, je sais qui est derrière. Donc voilà le genre de choses. Et si possible, ayez toujours à l'esprit, si j'utilise un Gmail et que j'écris à quelqu'un, ça va certainement l'impacter, le déranger. On n'y pense pas ça. On n'y pense pas. Ou un Yahoo, un La Poste. En fin de compte, tous les mails, quand vous écrivez à quelqu'un, s'il n'est pas chiffré, il n'est pas chiffré. Voilà. Donc c'est idiot à dire. Mais si on n'y pense pas, c'est pour ça que je l'évoque aujourd'hui, ce genre de détail est important. Alors, l'antique tracteur flashé à 160. Après, il y aura un temps pour les questions, hein, bien sûr. L'antique tracteur flashé à 160 km/h sur l'autoroute. Vous en avez peut-être entendu parler. Oui. Voilà, tout le monde en a entendu parler. Et le pauvre monsieur, je crois qu'au bout de 10 ans ou 15 ans, c'est pas résolu. Hein. Voilà. Donc là, aujourd'hui, vous avez tous ce tracteur qui a été flashé. Tu peux expliquer? Non, mais moi, je connais pas. Oui, alors, un jour,
il y a une plaque d'immatriculation qui a été usurpée, qui a été utilisée, mise sur un véhicule, qui a été flashé à 160 km/h. On est allé chercher le fermier qui avait un Massey Ferguson de 1950 et le mec il est en procès depuis 10 ans. Voilà. Alors aujourd'hui, sachez tous, peut-être que les RG sont passés ce matin, mais tous, il y a à chaque fois que quelqu'un est suspecté, dans les algorithmes qu'on a mis pour remplacer les renseignements généraux, on a mis des logiciels soi-disant intelligents. Hein, donc du coup, on ne paye plus les salariés qui sont sur le terrain, qui font bien leur travail. Et on remplace par des algorithmes. À chaque fois qu'on a trouvé une personne suspicieuse, où c'était légitime, il y en avait 10 000 qui ont été chopés. Donc c'est 1 pour 10 000. Donc ça ne marche pas, ce système. Mais par contre, il y en a 10 000 qui sont emmerdés potentiellement. Ça, c'est le lien que je fais entre le tracteur et ces choses-là. D'autant que l'adresse IP, quand il y a eu les histoires là, de Adopi, parce qu'on s'échange des films ou ces choses-là, jusqu'à présent, l'adresse IP, parce que bien souvent, c'est votre plaque d'immatriculation qui est associée en général à votre abonnement de téléphone. Il y a un juge qui a fait une jurisprudence en disant ça devient une donnée personnelle, on ne peut pas vous l'enlever. Parce que quelqu'un qui souhaite avoir toujours la même adresse IP, parce qu'on sait qu'on peut toquer chez lui, parce que ça l'arrange, il a son site web hébergé. Mais maintenant, la contrepartie, c'est que si c'est déclaré comme une donnée qui vous est personnelle, si je fais une usurpation de votre adresse IP, ce qui n'est pas bien compliqué, on viendra toquer chez vous. Vous voyez le principe? Donc c'est à double tranchant. Donc, numéro d'identification quelque part. ton immatriculation de voiture. Bon, alors ça, c'est l'usurpation numérique. Cette usurpation numérique, il faut être attentif. C'est-à-dire ne pas donner ces données, les donner au minimum, parce que déjà il y a 30 ans, une adresse mail, donc il y a 30 ans, hein, ça se négociait 5 centimes de francs sur le marché pernicieux des choses. Donc pour éviter une usurpation de données, il faut minimiser l'échange des données, les scans de ces cartes d'identité, parce qu'avec une carte de sécurité sociale, avec une carte d'identité, on reconstitue une identité numérique. Et comment on va demander nos justice auprès des services quand il n'y a déjà plus personne à l'accueil des bureaux, hein? Donc ça, c'est à craindre. Ça fait partie de l'hygiène numérique. Il faut garder l'idée qu'il faut préserver nos données. Ça, c'est un des arguments. Sachant que les données de santé, c'est ce qui rapporte le plus maintenant au... Alors, on pourra en reparler. Donc ça, gardez dans les questions. Hein. J'énonce, moi, globalement, les choses qui sont importantes que nous gardions tous à l'esprit. Par Oui, exemple, vas-y. quand tu vas sur ton compte Amélie, tu es obligé de donner ton numéro de sécurité sociale. T'as Oui. pas le choix. Je suis d'accord. Alors, dans les liens que je vous donnerai, il y a un site qui existe depuis 30 ans. Au début, c'était des spécialistes comme moi qui aujourd'hui travaillent avec la gendarmerie au niveau du numérique. Plus fort. Oui, alors je disais par exemple, Amélie, mais ça, tous nos systèmes qu'on a établis en France, ils sont tous bancals. Donc vous allez sur zatas.com, vous avez la météo. Tous les jours, 1 million de comptes Amélie ont disparu dans la nature, ils sont revendus sur le machin, EDF, vos comptes, tous les jours. Mais ça passe pas à la télé, hein. Mais vous pouvez les voir, ça s'appelle zatas.com, je donnerai les liens. Comment tu veux échapper quand tu vas sur ton compte Amélie pour tes prestations de sécu, tes indemnités journalières, tes trucs pour la préparation de la retraite, tout ça, tu es obligé de filer tes coordonnées. Mais parce qu'on nous a emmenés et ça ne nous dérange pas que ça ne fonctionne pas. Ceci dit, ANTS, Amélie, les services gouvernementaux et les impôts, je pense que c'est plus surveillé. En tout cas, il faut l'espérer. J'espère. D'accord? Comment on fait pour pas divulguer son adresse IP? Ah mais tu peux pas vraiment passer inaperçu. pas la Par dissimuler, contre, ton adresse IP. si tu ne souhaites pas utiliser un VPN, tu utilises un service, qui déplace ta connexion sur. Oui, moi j'ai CyberGhost. C'est pareil. Oui, moi je passe, donc j'en ai sélectionné. Jusqu'à présent, j'ai jamais eu de VPN. Déplacer ta connexion sur. Alors, déplacer ma connexion, la dématérialiser. Moi, je suis réfugié numérique et je sors en Suisse. Donc, quand je clique sur mon système, je sors à Genève. Tout à fait, ouais. Alors, je paye 90 € par an pour le mail et pour sortir où j'ai envie. Et ça me permet aussi, bon, puisqu'on aborde le sujet, il y a des pays, alors on ne les citera pas, il y a des pays qui, quand vous cliquez sur le nom,
qui élude certains... Dans l'annuaire, ils arrachent des pages de l'annuaire. Voilà. Et quand vous allez sur un site, globalement, c'est un annuaire, vous mettez le nom de l'endroit où vous souhaitez aller, et derrière, il y a un numéro technique. Hein, c'est comme le nom de Monsieur Dupont, et il a un numéro de téléphone derrière. Et il y a des pays qui effacent des pages de l'annuaire, là où on ne souhaite pas que vous alliez. Voilà. La Suisse, c'est à peu près correct. Ah, sinon, il faut bricoler. Il faut bricoler. Moi, je suis obligé sur mes machines tous les jours d'enlever auprès, je suis chez Free, je suis obligé d'aller chez Free, de remplacer l'annuaire, d'aller chercher un annuaire qui est complet, qui est fait par des libristes, mais il faut le mettre sur sa boîte à DSL, dans son ordinateur, ça devient compliqué. Voilà. Mais tout ça, c'est à garder à l'esprit, tout du moins. Donc, on ne peut pas s'extraire d'Internet. On vit dans le monde du numérique. C'est fantastique, c'est extraordinaire. Il faut garder à l'esprit que c'est comme un couteau. Il y a un côté pour trancher et un couteau où on se blesse. Le côté où on se blesse. Alors, moi, je voudrais aborder l'usage des communs. Ça fait partie des bonnes nouvelles. C'est quoi l'usage des communs? Les communs, c'est le four banal. Ou alors, tu sais, où tu peux aller dans un bois, couper une partie du bois, parce que tu fais partie d'un village où il y a beaucoup de massifs forestiers. C'est les communs. Non, ça te parle? Les parties communes. Oui, d'accord, ok. Voilà. Alors L'air, c'est des communs. Voilà. Hein, Alors pourquoi je parle des communs? Parce que depuis les années 70, il y a des gens qui ont trouvé que c'était pas normal, qui ont eu des brevets sur les choses, et qui ont développé des recettes de cuisine informatique, c'est-à-dire du code, des programmes qu'ils ont mis dans le pot commun, qui sont accessibles à tout le monde. Tu veux le lire, tu n'es pas obligé d'acheter une licence ou ces choses-là, tu l'utilises. Le gros intérêt, c'est qu'on est des milliards à programmer sur Terre. Et si chacun fait une petite ligne de code, à la fin, il y a quelque chose qui est sympa et qui sort. Et qui est accessible à tout le monde. Alors ça, c'est ce qu'on appelle les libristes. C'est le MIT qui a initié ça. Richard Matthew Stallman, qui tout simplement, parce que jusqu'à présent, ils bricolaient leur imprimante tout seul, ça marchait toujours. Puis un jour, il y a Xerox qui est venu, qui a amené une imprimante. Puis le premier jour, quand c'est tombé en panne, ah non, vous touchez pas au logiciel, il y a un brevet dessus. Vous passez par nous. Alors ça les a énervés. Et du coup, c'est comme ça que le logiciel libre est sorti. Je fais une parenthèse sur... On entend parler parfois de Linux. Donc il est prière de dire GNU Linux. GNU, c'est tout le système d'exploitation qui a été sorti. Ils n'avaient pas fini de travailler sur le noyau. Et il y a un Norvégien là, ou un Suédois, je ne sais plus, Linus Torvald, qui a travaillé sur le noyau. Donc on a abusé, on a appelé ça aujourd'hui Linux, mais il serait plus honnête de dire GNU Linux, c'est l'ensemble de l'outil. Alors pourquoi j'ai parlé des semences reproductibles? Ça revient exactement à la même chose. Parce que les semences reproductibles, les logiciels qui sont du domaine du libre et des communs, il n'y a pas de brevet dessus. Donc chacun peut les utiliser. Si vous vous y connaissez un petit peu en code, vous prenez la recette, et puis vous pouvez modifier quelque chose, l'améliorer. Et puis c'est comme dans la nature, ça sera celui qui est le plus performant, qui fait l'adhésion de tout le monde, Vox Populi, mais qui aura le plus grand succès. L'autre intérêt, c'est que quand on a la recette, on sait ce qu'il y a dedans. Qu'il n'y ait pas une porte dérobée, qu'il n'y ait pas une malversation, qu'on ne récupère pas vos données à votre insu. Donc tout ça, c'est les intérêts. Oui. Tu parles en personne qui s'y connaît. Moi, j'ai essayé Linux, tout a pété, j'ai rien compris, j'ai compris rien. Oui, et bien alors, il y a des solutions. Oui, alors, les choses concrètes. Oui, alors, les choses concrètes, c'est que je ferai circuler les liens des gens dans notre région qui vont t'accompagner. Voilà. Et en particulier, Montpellier Libre, Pascal Arnoux, avec qui j'étais quand j'étais à la DSI des universités de Montpellier, a créé ça il y a 20 ans. Ça marche très bien. Alors, sur la zone de Montpellier, il fait ça toutes les semaines. Il va vers les gens, il suffit d'y aller. Il n'y a rien à payer, hein. Tu y vas et puis on échange. Sur l'ODEV, ça se fait un petit peu. Pourquoi pas? Moi, je veux bien essayer de monter des petites séances sur le cause du Larzac, là. Pas trop loin de Nantes, s'il vous plaît, parce que ça tombe bien. Ça tombe bien. Oui, je savais, parce que... Donc c'est pas inaccessible. Puisqu'on parle de ça, je profite. Je vais te dire qu'aujourd'hui, les gens qui ont les plus belles machines, c'est chez Emmaüs. Ça s'appelle Emabuntus, parce que quand tu l'allumes, en général, ça pète pas. Et tu as tous les logiciels qui sont dessus, c'est assez extraordinaire. Voilà. C'est ce que je conseille. Et ça marche sur des anciennes machines. Ça marche sur des anciennes machines. Votre ancienne machine est un peu désuète, parce que la pile
la pile de système, je ne parle pas pour Macintosh, je ne connais pas, mais pour Windows, la pile de système, et puis tout est fait pour que tu changes de machine au bout de quelques années, tu comprends, hein? On y va à l'appel, on la remplit ta machine. Bon, tu reviens avec ta machine et tu repars pour 5 ou 6. J'ai jamais acheté de machine neuve, hein. J'ai toujours des vieilles machines sur lesquelles je recycle. Alors, la question, est-ce qu'un logiciel commercial Windows fonctionne sous Linux? Alors, non, mais on est brave quand même. Il y a des petits applicatifs qui te permettent de basculer sur certaines applications. Le temps que tu prennes la main de l'un à l'autre. L'autre solution, c'est d'avoir deux machines, une sur Linux et une comme ça. Et puis, non, mais oui, bah une vieille, la vieille que tu voulais jeter. Oui, on peut aussi. J'avais les deux, et en fait récemment je l'ai remis en route, et en fait j'ai le Windows 8 de base qui s'est mis, c'est-à-dire que HP il a remis. Oui, voilà. Bon, c'est pour ça qu'il ne faut pas le mettre soit sur deux disques avec un interrupteur, soit avoir deux machines. Voilà, mais ça s'appelle les menottes privatives et les logiciels privateurs, quoi. Les menottes numériques et les logiciels privateurs. Tu peux avoir une clé sur Linux qui te permet de lire de Microsoft. Pas toujours. Alors. L'avantage du logiciel libre, c'est qu'il y a plein de gens qui fabriquent en fait au fur et à mesure des problèmes qui offrent un petit peu des solutions. Voilà. Ce genre de Et choses. puis aussi l'interopérabilité. Pardon? Des hackers chez Linux. Oui, on va en parler tout à l'heure, ça, du vocabulaire. Alors, c'est l'interopérabilité. C'est-à-dire, quel que soit le système Linux, le fichier texte que tu as préparé, il ne fonctionnera pas que sur le Word 7, Word 10 ou Word 2001 ou tu vois, je sais pas quoi. Ça marche sur toutes les machines. C'est interopérable. Parce que si tu produis quelque chose avec Photoshop, tu pourras le lire qu'avec Photoshop, globalement, sauf que tu l'as exporté. Ça, c'est un des gros avantages. Alors, ça, c'est par rapport aux semences libres. Alors, les deux cochons qui discutent à la ferme. Ben alors, c'est deux cochons qui sont dans une ferme. Et puis, il y en a un qui dit, mais c'est super ici, la nourriture est gratuite. Et puis, il y a l'autre qui lui dit, ah ben moi aussi, j'ai l'électricité qui est gratuite. Ouais, vous savez comment ils finissent, les cochons, hein? Ouais. C'est qui le produit? Quand le service est gratuit, que tu ne payes pas le service, c'est que peut-être tu es le dindon de la farce. Voilà. Alors, tous les services gratuits. Alors là, il y en a un dans la salle en général qui se lève et qui me dit, oui, mais Laurent, tes logiciels libres, c'est gratuit? Ah, je dis non. C'est pas gratuit, c'est libre. Parce qu'en anglais, free, ça veut dire deux choses. Ça veut dire libre ou gratuit. Oui. Voilà. Et non, ce n'est pas gratuit, parce qu'il y a des gens qui ont pris du temps, de leur temps, pour copier un petit morceau de recette, et puis qui se sont échangés, parce que le numérique, ça favorise ça. Hein. Je veux dire, les réseaux sociaux, je suis désolé, moi j'ai découvert ça en 1993. Ça s'appelait la mailing list. Et donc, on ne vient pas nous faire croire que ça, c'est d'aujourd'hui. Il y avait l'IRC, le newsgroup, tout ça, c'est des services qui existaient depuis très longtemps. Et donc, pour en revenir, ce n'est pas gratuit, ça prend du temps aux gens. Pour les utilisateurs, ce n'est pas gratuit, il faut s'adapter à un outil qu'on avait maîtrisé, il faudra faire un effort. Il y aura peut-être certaines convivialités que l'on va perdre, mais en échange de ça, vous aurez quelque chose qui ne va pas vous dominer. L'autre chose, on peut dire aux développeurs, mais tu fais ça comme ça, tu gagnes pas ta vie de tout ça? Si, parce qu'en général, celui qui est en capacité de développer une recette qui marche, il va être reconnu dans toute la communauté. Et comme tout ça, c'est très diversifié, il y a des spécialistes dans des tas de domaines, et bien on va faire appel à celui qui a développé quelque chose de super, parce que c'est sa vitrine. Il va montrer qu'il sait maîtriser l'outil dans un certain domaine. Et les gens, les entreprises qui auront besoin de sa compétence vont faire appel à lui. Donc le logiciel libre n'est pas gratuit. Celui qui est gratuit, hein, il faut se méfier, qu'est-ce qui est derrière? Alors ça, un réflexe, allez toujours voir qui propose le service. Si vous voyez marqué GNU dessus, en gros, c'est 100% bio, si j'ose dire. Hein. C'est, voilà, pour prendre des parités. Il y a quelques mois, il y a Odyssée, un service là, de diffusion, pour ceux qui ne pouvaient plus aller sur YouTube, qui est sorti. Moi, la première chose que j'ai été faire, j'ai été voir l'ours, comme dans un journal, qui c'est qui détient un journal? Qui a fait ça? Alors j'ai été voir, bon, c'est intéressant, mais ce qu'ils veulent faire, c'est aider les gens à monétiser, par exemple, leur chanson. Vous voulez vendre une chanson, vous passez sur Odyssée, et directement, vous pouvez être payé à une sorte de bitcoin ou quelque chose comme ça. Donc vous serez payé directement, vous n'aurez pas d'intermédiaire et vous avez une bonne visibilité. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'ils prennent 10%. Alors que dans le domaine du livre, c'est un outil qu'on pourrait mettre en place. Voilà, parce qu'aujourd'hui, les peintres, les auteurs, ceux qui ont des romans, moi qui suis fils de libraire et libraire,
je vais vous dire que vous pouvez monétiser votre roman directement. Alors bien sûr, c'est dur parce que c'est Vox Populi, c'est-à-dire c'est ton roman, personne ne l'achète, ton ego sera un petit peu... Mais tu peux avoir un grand succès. Tu mets ton livre à 1 euro ou $1, et s'il a du succès, qui fait adhésion, bah tu seras riche et célèbre. Mais faut-il pouvoir le monétiser? Pour le monétiser, soit ça va être un système PayPal, ou alors directement avec un jeton de confiance appliqué sur l'objet. Donc directement, c'est toi qui es rémunéré. Mais ça, nos gouvernements sont au courant. La SACEM a préparé ça il y a 5 ans. Hein. Mais ils gardent ça pour pouvoir, si les artistes viennent à demander ce genre de service, pour être à l'intermédiaire. Donc le problème, c'est qu'il y aura l'intermédiaire de la SACEM. C'est-à-dire que si on trouve que ton texte, il faut l'effacer, ils auront la clé. Tandis que quand tu vas du client, entre le lecteur et l'écrivain, c'est beaucoup mieux parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Ça fait partie des bonnes nouvelles. Ce sont les outils qui sont proposés aujourd'hui et qu'on peut s'accaparer. Et l'atelier paysan. Pourquoi j'ai parlé de l'atelier paysan? Je ne sais pas si vous en avez entendu parler de l'atelier paysan. Un petit peu. Donc globalement, c'est des paysans qu'on a assez de devoir acheter des modèles qui ne sont pas justement interopérables parce que sur un tracteur, on ne pourra pas atteler la fourche avec un système. Et donc, c'est l'esprit système D. Ils se réunissent, ils font des plans qui vont bien pour les tracteurs. Et puis, on fait des systèmes qu'on distribue, on fait des ateliers où on te montre le plan, comment le faire, on t'aide à le construire. Voilà. Ben, les hackers, c'est la même chose. Donc on en vient à définir quelques mots, parce que ça aussi c'est important, parce que ces paysans sont des hackers. Qu'est-ce que ça veut dire hacker? Hack, c'est quelqu'un qui va améliorer, qui va regarder comment c'est fait et qui va améliorer la chose. C'est pas un pirate informatique comme on entend à la télé. Et ça venait pendant la dernière guerre aussi des radioamateurs qui essayaient d'améliorer les performances des communications par radio. Tout hack, c'est améliorer, regarder comment on fait. Puisqu'on en est sur les lieux communs, pour les... Oui. Mais quand même par rapport à l'atelier paysan, enfin, quand tu dis améliorer, qu'est-ce que en l'occurrence, c'est oui, améliorer, c'est-à-dire que suivant que tu achètes, j'imagine, je suis désolé, moi je suis paysan, si tu achètes des tracteurs et que dans telle marque, pour atteler ton outil sur le tracteur, il y a une forme particulière, et à ce moment-là, si tu fais un triangle d'attelage qui est compatible à tous tes systèmes parce que tu l'as adopté, tu l'interopérabilises, pour moi c'est améliorer les choses. Quand je disais, ce que je voulais dire là, c'est tout de même pour aller dans le sens d'une certaine simplification et en tout cas refuser une certaine technologie. Les brevets, et puis voilà, puis on change le modèle, voilà, il te faut changer le tracteur parce qu'on a changé l'outil et que ça rentre dans cette logique. Aussi, oui, le libriste, c'est l'éthique du numérique. Hein. On essaye d'avoir une éthique sur le numérique. Ou pour en revenir aux semences libres, il faut il y a 4 conditions. Il faut que le logiciel soit distribuable comme on veut. Il faut qu'il soit auditable, c'est-à-dire qu'on puisse regarder la recette et qu'on puisse la modifier et éventuellement même la monnayer. Rien ne t'empêche de vendre une application parce que tu es développeur ou que tu veux apporter un service dans une entreprise ou une ferme. Tu utilises du logiciel qui est libre. La garantie pour l'entreprise, c'est que ça sera interopérable, c'est-à-dire qu'au bout de 5 ou 6 ans, si le logiciel n'existe plus, il ne faut pas faire venir un ingénieur informatique à refaire tout le système. Voilà, bon, le mot pirate, c'est pour les journalistes, c'est assez sexy, ça fait une bonne accroche. Ouais, les pirates et tout ça. Bon, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même lot. Il y a des gens bienveillants dans la vie, il y a des gens indifférents, et puis il y a des gens qui sont moins sympathiques. Mais il y a des gens qui défendent les biens communs, c'est pour ça que je les ai évoqués. Le partage, qui sont contre les brevets. C'est pour ça que j'évoquais les semences du numérique. Et on fait l'amalgame. Alors oui, il y a les chapeaux blancs, les chapeaux noirs, il y a les gens qui sont malveillants et puis ceux qui sont bienveillants, c'est tout. Donc il ne faut pas mettre tout le monde dans le même pot. Alors je voudrais aborder l'intelligence artificielle, l'IA. Alors on pourrait dire l'intelligence assistée, ce serait une bonne formule. Et puis alors... En anglais, je ne sais pas si certains de vous maîtrisent l'anglais, mais il me semble qu'on dit clever, smart ou intelligente. Pour dire intelligent. Mais d'ailleurs, en français, on ne sait pas trop ce que c'est qu'intelligent. Par contre, si je dis la CIA, d'abord, c'est pas très intelligent. Et puis, c'est surtout le traitement des données. C'est le centre du renseignement. Ce n'est pas de l'intelligence. Ou MI6, pareil pour les Anglais. Et on confond dans notre vocabulaire le traitement automatisé poussé des données et l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, ça n'existe pas. Ça fait partie du divin. Le vivant
Pour quelle raison? On a une certaine intelligence, une communication avec le vide, avec ces choses-là, qu'on ne pourra jamais faire sur un ordinateur. Ça, c'est pas moi qui le dis. Il y a des grands scientifiques et des grands informaticiens qui disent que c'est une façon de présenter les choses qui est fausse. Donc, sous le rêve du robot qui va faire à notre place, malheureusement, on s'en mord les doigts, ça. Le robot qui fait à notre place, l'intelligence artificielle qui va résoudre tous les problèmes, c'est une sottise. La seule chose qu'on sait faire aujourd'hui en intelligence artificielle et en physique quantique, c'est calculer 1 ou 2, donc c'est-à-dire l'état le plus simple du calcul, mais on ne maîtrise pas bien cette décohérence avec l'aspect quantique, alors que dans notre cerveau, il se passe une certaine magie, quelque chose de divin, où on a des états de décohérence cérébrale qui nous permettent sûrement de communiquer avec le cloud, avec le nuage. Mais c'est le cloud qui est bienveillant. Par contre, avec les données numériques, on peut faire des choses assez extraordinaires dans le domaine de la médecine. On peut analyser chaque pixel et on pourra déceler quelque chose que l'œil humain ne pourra pas voir. Donc il ne faut pas jeter le bébé et l'eau du bain en même temps, hein. Mais sans méfier. Et donc pour Odyssée, il faut aller voir. Bon, moi personnellement, c'est quelque chose qui ne me sied pas parce que derrière, il y a une idée de marchandisation. Alors on appâte, on hameçonne. Et puis derrière, bon, le service est bien pratique, voilà. Mais ceci dit, il a l'intérêt, directement dans un premier temps, de pallier à YouTube, avec cette censure qui est abusive aujourd'hui. Alors, l'intelligence, c'est toujours de bien se méfier dans l'hygiène, qui fait quoi, qui est derrière. Et si possible, maintenant que vous savez qu'il y a ces idées de logiciels libres, et qu'il y a des gens qui œuvrent depuis les années 70, d'essayer de se tourner vers eux, pour qu'ils vous amènent vers des outils qui sont moins salissants. Et puis oui, je suis désolé, c'est comme pour un régime alimentaire, il va falloir changer les habitudes. Peut-être quitter son Gmail, peut-être utiliser, quand on est médecin, de ne pas demander si c'est Doctolib ou qu'est-ce qu'il y a derrière, de bien vérifier, mais c'est vrai que c'est bien pratique. Alors après, essayer d'aller, je dirais pas, on ne va pas choisir son médecin parce qu'il a un portail qui est plus attentif sur les données numériques qu'un autre. Vous voyez, mais ça, on ne peut pas y penser. Il faudrait d'abord être soigné. Donc on est pris un petit peu, on est coincé. Mais de l'avoir à l'esprit, ça permet d'envisager les choses autrement et de ne pas se jeter dans le vide à chaque fois. Ça, c'est ce que je veux essayer de faire passer. Alors maintenant, moi, je peux vous dire comment je pratique, comment je me brosse les dents, comment je fais mon hygiène numérique. Globalement, je passe par la Suisse. J'essaye d'avoir des mails qui sont chiffrés de bout en bout. Et je donne au minimum mes données. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais quelque part qu'on me dit votre mail, votre numéro de téléphone, si ce n'est pas nécessaire, je ne le donne pas. Pour un changement d'adresse à la poste, je ne vois pas pourquoi je devrais donner mon numéro de téléphone et mon email. D'accord? Mais je peux vous dire qu'ils vous regardent de travers. Oui, puis vous passez par France, je sais pas quoi. Voilà. 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 C'est comme si le banquier vous dise tu changes de banque, où on s'occupe de tous tes papiers, tes impôts et tout ça, on le fait à ta place. Non. Non, tu te le tapes, c'est compliqué. Évitez de donner vos données. Ça, c'est Michel Serres qui dit ça en conclusion à quelqu'un qui lui pose la question. Mais vous craignez pas les GAFAM? Et il lui dit vos données, vos données. Ben ne les donnez pas. J'ai une question précise. La banque postale maintenant demande des pièces d'identité numérisées pour continuer de renseigner sur le... Oui, ben moi je l'ai envoyé balader. J'ai été la voir il n'y a pas longtemps, je voulais un petit crédit parce que j'ai vendu une cabane à Limousin. Elle voulait me vendre un produit avec des tas de trucs. Je lui ai dit, écoute, vous n'êtes pas un client intéressant pour moi. Je lui ai dit, écoute, c'est pas grave. Hein. Mais on peut plus avoir, il donne plus de renseignements. Il faut essayer. On peut même plus avoir un rendez-vous avec un conseiller, enfin en tout cas ça t'a fait. Allez, moi j'ai eu un conseiller parce que j'ai dit que j'avais de l'argent à placer. Puis alors quand je lui ai dit que ça ne m'intéressait pas ces trucs, bon elle m'a dit vous n'êtes pas un client intéressant. Je lui ai dit moi je veux le truc au minimum, moi je veux pas dépenser, je veux essayer de souscrire à la poste un compte à 5 €, là, je sais pas, le trimestre ou le... Vous l'aurez pas. La poste est le seul service que j'ai vu où le mail n'arrive pas instantanément. Ça m'est arrivé d'avoir 24 heures. Alors je ne sais pas s'ils essayent de lire et que le robot, l'ordinateur qui lit mes mails est un peu lent. Ils n'avaient pas les budgets. Et puis la poste, il y a 5 ans ou 6 ans, au Las Vegas Show, là, où tous les smartphones apparaissent aux États-Unis une fois par an, ils ont présenté leur coffre-fort numérique pour la santé. Ils l'ont présenté il y a 6 ans déjà. L'Eurocoin, la démonétisation, plus de billets pour s'échanger entre nous. Il y a le jeu, le June.
Et pour l'instant, moi, tu m'as dépanné, tu m'as réparé ma chaussure. Là, on va pas faire une facture hein, entre nous. Puis d'ailleurs, chacun, on a le droit, je pense, d'avoir un certain montant de transactions fiscalement. Mais là, quand il n'y aura plus de monnaie... Visa rachète aux États-Unis, paye grassement tous les commerçants, ils n'acceptent plus de liquide. Oui, mais alors c'est pareil. Donc, c'était programmé au niveau de l'Europe, c'était programmé pour 2020. C'est arrivé, décembre 2020. 2020, c'était programmé. On a les consortiums IBM et puis les banques suisses ont créé l'Ethereum 2.0 qui consomme 10 fois moins d'électricité. Bon, mais ça ne fait pas tout. Et puis la suite, ça va être sûrement l'Eurocoin qui va être, j'imagine, basé là-dessus. Et tu seras tracé à chaque fois. Si tu achètes ton journal communiste, ou ma femme saura que j'aurais été voir les filles, et ainsi de suite, eh bien zut. Voilà, d'accord? Zut, parce que... Oui, eh bien, il écoutera tout à l'heure. Oui, mais pour l'instant, je paye en monnaie. Pour l'instant, je paye en monnaie, donc voilà, maintenant, elle le sait, puis c'est pas grave. Mais voyez où ça devient perverti, et ça, on peut rien. Alors, il y a quand même des outils qui sont préparés si on descend tous dans la rue, mais le truc, c'est lancé. Il y a le GNU Thaler, des libristes, et pareil, l'Institut national d'agronomie, l'Institut national, le l'INRIA, l'Institut national de l'informatique, ou je ne sais plus quoi avant. Ils ont développé un outil, c'est un porte-monnaie. Tu mets la monnaie que tu veux dedans, mais cette monnaie, il y a une traçabilité pour la collecte de la TVA chez le commerçant, mais on ne sait pas qui a acheté. Voilà, ce qui te permet au quotidien de savoir que tu n'as pas acheté à la pharmacie des produits pour le cancer ou le machin. Parce que le corollaire, comme toutes les données servent à tout le monde, et que c'est le pétrole de demain et d'aujourd'hui déjà, mais c'est que ton assurance va te dire « Oula, un tel, toi alors t'es malade de ça, ou t'as la Parkinson, tu peux plus conduire ta voiture. Donc je te ferai pas d'assurance. » Alors que moi, il me semblait que le principe de l'assurance, globalement, c'est un pot commun, et puis on partage le jour où tu as un pépin, quoi. Oui, ben... Ça, c'est vicieux. Ils ont envoyé les mails. Ah oui, à la poste. Ne souscrivez pas à la poste, à l'espace de santé, à la poste. Vous n'avez pas eu des... De l'espace de santé. De Amélie. Ils envoient un mail, ils disent, normalement, c'est si tu veux ce service, tu devrais pouvoir l'actionner. Là, c'est l'inverse. Ah oui, c'est pernicieux. Et si tu veux demander, il faut envoyer un courrier. Non, pas oui. Oui, il faut envoyer un courrier pour dire que tu souhaites pas. Ah, mais ça, c'est pernicieux, tu comprends, c'est ce qu'on appelle dans l'informatique putaclic, c'est-à-dire que tu as le truc où tu as envie de cliquer, où tu peux pas, c'est écrit en gris, tout petit, au fond, tu le verras pas, quoi. Ça a toujours été comme ça partout. Et en plus, il faut avoir le numéro, c'est compliqué pour refuser. Il faut la carte vitale, avec le numéro de la carte vitale, qui est soit devant, soit derrière, en fonction de ce oui, non, c'est pernicieux. Il y a des tas de gens, ils le font pas, donc ils sont automatiquement... sur l'espace numérique, oui, parce que la démarche est trop compliquée. Oui, mais c'est trop compliqué. Une fois que ça a été créé, ça reste en ligne. Ah non, non, il faut... Tu peux le refuser à n'importe quel moment. Oui. Mais c'est compliqué, ça sera compliqué. Ça sera compliqué. Bon. Alors, les bonnes nouvelles, c'est que déjà, vous êtes un peu plus avertis des risques. Voilà. Après, essayez de trouver des applications qui soient plus libres, qui soient transparentes. Hein, parce qu'aller voter dans une mairie avec un vote électronique, c'est la dernière des catastrophes. Hein. On n'a pas le choix. Il faut aller voir son maire là, puis lui dire quand vous êtes au courant que ça se passe, c'est pas possible. Parce que d'abord, c'est un acte civique, c'est-à-dire que il faut être à la fois assesseur et puis et votant, et donc on se surveille chacun dans tous les villages. Il n'y a rien de plus facile que de changer la disquette, hein, d'accord, au niveau national. Bon, alors ça déjà. Vous êtes avertis, vous l'avez à l'esprit, c'est important. Essayez d'utiliser des logiciels qui sont libres. On donnera une liste de ressources pour aller, ceux que ça intéresse, fouiller la question, s'entourer de gens qui sont là pour animer ces choses. Il y a l'agenda du libre qui paraît depuis 20 ans, où tu as les lieux ressources, où il y a des gens qui viennent vous aider. Si possible, quittez les mails de Gmail, de Facebook, de YouTube et ces choses-là. Ben, il te faut changer à chaque fois tes mails. Tu peux pas changer ton mail à chaque fois. Tu leur dis j'ai changé de mail. Ah oui.
Les employeurs. Ah, ça, oui, c'est vachement chiant, tous ses copains, son carnet d'adresse. Quand tu crées une adresse, par exemple Free, Au moins, ils ont les données. Free tu es libre mais pas gratuit, et tu n'es même pas Oui, vraiment libre. oui, qui Tu as, est plus... as une option VPN, non? Oui, une option, mais alors de VPN, Alors, c'est un VPN que tu entres chez toi et situé à l'extérieur. C'est-à-dire tu peux laisser ta machine en général et puis tu peux accéder à ta machine. Un VPN, c'est tout simplement un tunnel privatisé pour aller d'un endroit à l'autre. Alors on n'a pas évoqué les... Non, c'est pas le VPN, c'est pas un VPN. Personnellement, je préfère Free, c'est le moins mauvais de tous, parce qu'il y a plus de services et il y a plutôt du logiciel libre qui est embarqué dans les machines. Quand je dis il y a plus de services, tout le monde connaît le service HTTP là, ou www, mais ça, c'est un service sur 38 sur Internet. Et en général, chez Orange, par exemple, on n'avait pas les newsgroups jusqu'à présent. On n'avait pas l'IRC. Alors il y a ceux pour la Poste et le SMTP, l'IMAP et le POP, ça nous l'avons tous. Mais il y a des tas de services auxquels vous pourriez accéder qu'on ne vous propose même pas dans les services logiciels. Et puis il y a aussi une façon qui commence à être intéressante, c'est de ne pas passer ces données par un serveur. Parce que le point faible dans la transmission des données, c'est la boîte où on peut venir avec ses pinces croco et puis écouter ce qui se passe au téléphone en bas de l'immeuble. Donc le serveur, c'est le nœud par lequel toutes les données passent. Il y en a toujours qui peuvent trouver des magouilles pour écouter tout ça. Si on passe dans un service qui est sans serveur, à ce moment-là, on s'extrait des serveurs et c'est plus résilient. Alors il y en a un que tous les majors ont en réserve, j'imagine pour au cas où ça déconne et pour garder leur clientèle. Il s'appelle Jami.net. Vous l'avez... Jami.net. Ça fait partie des logiciels prioritaires au niveau du GNU. Donc nous, c'était ceux qui défendent le logiciel libre. On a enlevé Skype sur les Google TV. On a mis, il y a 3 ans, on a mis Jami.net. Sur le Macintosh, là, Apple, sur tout ce qui est Apple, vous pouvez accéder au Jami.net. Sur le Windows, Jami.net. En fin de compte, sur tous les systèmes, il y a le Jami.net. Alors, qu'est-ce qui... Jami, c'est un logiciel de messagerie. Alors, je ne l'ai pas dit, j'y viens. C'est comme un peu Zoom, ces choses-là, ça fait tout. Ça fait téléphone, ça fait texto, visio, ça fait quasiment tout. Alors, donc le téléphone sur Internet, ça s'appelle du SIP, c'est un service aussi SIP. Par contre, il est compatible avec le service de téléphonie numérique, mais il ne fait pas le service de téléphonie numérique. Donc, c'est-à-dire, si tu as quelqu'un qui a un téléphone numérique qui veut t'appeler sur ton Jami, c'est compatible. Il suffit de souscrire sans donner ton téléphone, sans donner ton mail, mais si tu perds le mot de passe, tant pis pour toi. Tu crées un compte, c'est tout. Tu crées un compte sur Jami. Alors, Jami.net. À ma connaissance, c'est le seul logiciel qui fait tout et qui passe sans serveur. Parce qu'il y a bien Signal, il y en a bien d'autres, il y a bien Matrix, mais soit ils font pas tout. Alors, il faut reconnaître qu'il n'est peut-être pas aussi convivial encore aujourd'hui, parce que ça dépend de la masse d'utilisateurs, que ça soit confortable à utiliser. Mais voilà. Mais les codeurs, maintenant, ils travaillent dessus parce que justement, les gens qui ont développé ça, c'est des Québécois, ça s'appelle Savoir-faire Linux, et ils ont développé aussi la même chose, mais marchandisé. C'est-à-dire que le service, là, c'est le cœur du produit, ça rend quelque chose du coup d'interopérable, et ça peut intéresser les industriels à partir du moment où il y a beaucoup de gens qui s'intéressent et qui s'approprient l'outil. Donc c'est l'outil, à mon avis, idéal. On va pouvoir avoir des services qui vont souscrire à ce service, par exemple de visioconférence, de surveillance visio chez soi. Mais moi, j'ai pas de caméra IP qui surveille chez moi parce que je sais qu'on peut la pirater. La caméra, tu sais, de surveillance pour voir s'il y a quelqu'un qui rentre chez moi. Donc par contre, avec Jami, il n'y a pas de serveur. C'est perdu dans le cloud. Ah ben alors, ça fonctionne, oui. Je vais te couper la parole parce que Laurent, c'est un ami qui m'a fait installer Jami, dont nous, sur notre petite cellule au cœur du Larzac, on essaie de l'utiliser. Ça ne marche pas parfaitement, ça déconne. Il faut qu'on se force à l'utiliser parce qu'on est tellement habitué à nos trucs qui marchent tout seul qu'on fait toujours par les trucs tout seul. Donc Jami, le truc qu'il y a, c'est que quand on le crée, il ne faut déjà pas donner son numéro de téléphone pour le valider. Éventuellement une adresse mail poubelle. Non, même pas. Et le truc qui est important, c'est qu'on
le fait marcher sur le téléphone et on crée un deuxième poste sur son ordinateur. Et quand on est sur l'ordinateur, le téléphone, on le fout assez loin et on sait qu'on peut discuter avec Jamy et qu'éventuellement, notre téléphone ne nous écoutera pas parce qu'il n'est plus là. Alors, c'est un produit qui est fabuleux, c'est assez compliqué à faire marcher, mais là, on est une quinzaine à y être dessus et on arrive quand même à communiquer. Par contre, il faut savoir que ça vaut le coup de l'essayer. La personne l'a éteint sur Jamy, comme il n'y a pas de serveur. Voilà, alors, bon, ouais, voilà. Tu peux pas envoyer. Alors, ça passe de rang 6. Voilà, alors comment ça fonctionne? Donc, en informatique, tu as moyen de faire passer, c'est pareil pour les textos quand on voit un téléphone. Si ton téléphone est éteint, on l'envoie sur un serveur, c'est-à-dire une gare où tous les chemins passent. Et dans la gare, on te garde le colis, le texto. Et quand tu reviens, que tu passes par la gare ou que tu allumes ton téléphone, on te renvoie le colis. Mais ça, c'est l'inconvénient. Mais ils ont trouvé une astuce maintenant. Hein. Ils ont trouvé une astuce. On le dépose dans un endroit comme de la crypto-monnaie qui appartient à personne, qui est dans le nuage, pour le texto. Mais pour la communication, si ton ordinateur est allumé, eh ben, il scanne un peu tous les endroits. C'est comme quand on parle des connaissances de rang 6. Si tu prends 6 personnes autour de toi, ces 6 personnes vont connaître 6 autres personnes et ainsi de suite. Donc c'est une toile, c'est vraiment une toile, sans nœud. C'est juste de la toile. Et de passage, ça va très vite, l'électricité. Ça retombe sur la personne qui correspond au numéro entre guillemets, de téléphone de Jamy. Voilà comment ça fonctionne. En fait, ça revient au téléphone fixe qu'on avait autrefois sans répondeur. Ça revient au téléphone fixe sans le central téléphonique. Oui. C'est comme si ça passait d'un fil à l'autre comme ça, par magie. C'est la grosse différence technique. Ça fait partie du logiciel interopérable et distribué. J'aimerais faire une petite comparaison aussi. Actuellement, ils ont mis la 5G, là on n'y peut rien, c'est l'État qui décide, il faut ceux qui veulent, on est pour rien. Ils ont mis la fibre. Il pourrait y avoir, à part à des endroits où ils ont mis quelques poteaux, mais normalement la fibre est tout intégrée. Parce que les flics, les banques, toute la médecine a besoin des autoroutes avec leurs serveurs, vous savez qu'ils ont toutes les données, et Jamy se sert des autoroutes sans serveur. C'est-à-dire, voilà, le data, il y sera toujours. Pour moi, le data marchera toujours, sauf que moi, quand je vois tout plein de personnes qui sont sur des réseaux, les réseaux Solaris, ils sont beaucoup sur des fils Telegram. Voilà, ils sont sur il faut donner son téléphone. Le jour où ils voudront péter tous ces réseaux, bon, vous êtes au courant, ce matin, il y a les RG, ils sont venus, ils ont pris en photo toutes les plaques des bagnoles, avec les flics là, en bas. Ouais, toutes les photos des plaques ont été prises. Ils sont restés 30 secondes. Oui, mais je m'en fous, ils l'ont fait. Mais c'est pas grave. Donc le jour où ils voudront, avec notre téléphone et tout, nous péter tous les réseaux, les gens. Parce que là, les téléphones, ils ont récupéré tous. Hein. Ils ont récupéré tous les téléphones. Jamy, on circulera toujours par le data. Cette autoroute que tout le monde utilise, mais nous, on ira directement de l'un à l'autre. C'est pour ça que ce Jamy, nous on y travaille, c'est compliqué, ça marche bien, que des fois ça marche pas. Ouais, c'est pas compliqué. Voilà. Ouais, mais voilà. Mais c'est quand même intéressant de tester ce truc. Ça m'intéresse parce qu'il est informaticien aussi. S'ils mettent des filtres dans les routeurs pour interdire le protocole Jamy, ça passera pas. Ouais, et alors, si j'ai un VPN tu l'as regardé un peu pour Jamy, ça? J'ai pas regardé, mais ça passera parce que c'est chiffré dans le VPN. Pas si jeune. Après, si... Ouais, il passe pas par un VPN, hein, Jamy. Je ne sais pas exactement au niveau du code. Est-ce que tous les VPN sont équivalents ou alors non. tu utilises un VPN? Moi, j'en ai jamais utilisé, à part celui des Suisses, parce que c'est le CERN qui l'a fait, c'est des universitaires, ceux qui ont fait la page web il y a 30 ans. Mais, oui, ProtonMail. Mais ceci dit, là en septembre, je ne suis pas au fait de l'actualité, il y avait quelque chose sur le climat, là, ou sur le bio à Paris, là, des réunions. Il y a des gens qui ont un peu élevé la voix, là, des gens qui militaient. Eh bien, la France a demandé aux juges suisses, à raison d'Interpol pour terrorisme, de récupérer les mails de certaines personnes. Voilà. Oui, la France a dit qu'il y avait des terroristes qui étaient là aux réunions pour le climat en septembre. C'était quoi là? Parce que moi je ne suis pas très au fait. Ils ont dit pour raison de terrorisme, ils ont invoqué Europol, mais ce qui est tout à fait légal hein, en Suisse. C'est-à-dire si tu es malvenu, ils vont ouvrir. Hein. Ce que ça propose aujourd'hui, juste, on ne peut pas s'extraire d'Internet.
Ce que ça propose, c'est de chiffrer ton courrier entre personnes, sans qu'on revienne à la carte postale. Parce que moi, zut, quelqu'un qui est derrière mon dos, qui me regarde toute la journée ce que je fais, ça me vient pas à l'idée quoi, de le laisser passer. Les ProtonMail, ils ont donné les listes et ils ne l'ont pas dit. C'est parce qu'il y a des gens ouais, ils l'ont dit après. Et puis qui les ont interrogés et là ils ont avoué. Oui, ils ont avoué, mais je vais te dire que bon, moi qui suis ça depuis le début, ils se sont déjà fait remonter les bretelles un peu. Parce que maintenant, en général, chez Proton, ils essaient de te demander un téléphone ou quelque chose, si tu perds ton mail, une autre adresse mail. Donc à partir du moment où tu peux le lier à une autre adresse mail, t'es cuit. Mais parce qu'ils se sont fait, on a dû leur dire, vous fermez votre service, point barre. Ou vous le laissez ouvert, mais il faudra vous lâcher les vannes un peu. Voilà ce qui s'est passé il y a déjà quelques années avec Proton. Bon, enfin, non, mais ceci dit, je ne sais pas, on est là tous en bon père de famille et on agit en bonne conscience, d'accord? Moi, j'ai rien à cacher. Hein. Donc, voilà, s'il y a vraiment... Oui, voilà, non, mais c'est évident que quand... Bon, mais ça me semble quelque part logique. L'idée n'est pas de s'extraire de tout. Moi, j'ai travaillé à la faculté de droit, là, au service de la direction. Il ne s'agit pas de se soustraire de quelque chose. Parce qu'il n'y a pas d'esprit... Si je suis venu là, c'est parce qu'il n'y a pas d'esprit malveillant. Vous êtes tous dans une idée de progrès, progressiste, de bien vivre ensemble, ce qui est normal, ce qui est le minima. Ce que disait l'avocat tout à l'heure. Bon, voilà, on est là pour faire du lien. Mais il est bon de savoir où est la nocivité dans les aliments, dans le numérique. Qu'est-ce qu'il faut prendre, qu'est-ce qu'il faut rejeter. Vas-y, parce que toi aussi, tu es branché un peu là-dessus. Ouais, en fait, j'ai suivi simplement pas mal de réunions, des conférences avec le collectif Écran Total qui planche là-dessus. Il y a une édition